Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu te portes bien. Comme promis, je reviens avec une nouvelle thématique, le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Je te l'avais dit dans une vidéo précédente comme quoi il y aura différents profils qui vont défiler auprès de moi pour aborder ce sujet-là. Alors, la première personne à intervenir, c'est ma sœur. Mademoiselle Mon Amour, pour celles qui ne la connaissent pas, elle est aussi youtubeuse, donc sa chaîne c'est Mademoiselle Mon Amour tout simplement. Et elle nous parlera de son métier, de sa passion et de son projet qu'elle a entrepris depuis 1 an déjà pratiquement au Cameroun, notre pays d'origine pour ceux qui ne le savent pas. L'entretien va être focalisé sur son métier, sa passion et son investissement au Cameroun. Donc on parlera principalement de ça. Il ne sera pas question de parler de notre sororité. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo elle va vous plaire. C'est la première parmi tant d'autres qui vont venir au fil du temps, comme je l'avais dit. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des questions que j'aurais peut-être émis de lui poser ou des questions qui vous semblent pour vous intéressantes, et je pense qu'elle reviendra dans les commentaires et elle pourra y répondre. J'espère que ça va vous booster, j'espère que ça va vous encourager. En tous les cas, je vous laisse découvrir ma soeur Mona. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de m'inviter. Je suis ravie de participer à cette vidéo. Bah oui, je suis contente que tu m'invites sur ta vidéo. C'est un plaisir et j'espère que ce que j'ai à dire va vous intéresser. En tout cas, va vous motiver pour vous aussi vous lancer dans ce que vous souhaitez entreprendre. Je pense que je n'ai pas dit déjà comment je t'appelais dans ma présentation, donc je te laisse le soin de te présenter, de nous dire comment tu t'appelles et voilà. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mona, j'ai 32 ans, je vis à Paris. Je suis en couple et je suis maman aussi d'un petit garçon de 5 ans. Et voilà. Et je suis ta soeur. Ouais, accessoire. Accessoire. Oui. Même père, même mère. Oui. Ouais. Pourquoi tu précises? Bah parce que je sais pas, peut-être ça oui, et je suis sa soeur. On est 5, tu es la deuxième et moi je suis la quatrième. Voilà, donc voilà les sœurs. Tu es youtubeuse? Oui. Et ta chaîne YouTube elle parle de quoi? Ma chaîne YouTube pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, ma chaîne YouTube parle essentiellement de beauté. Donc tout ce qui est make-up, coiffure, c'est un peu voilà la mise en beauté de la femme. Et qui a un lien avec l'épanouissement aussi de la femme. Bah oui, parce que je pense que se sentir bien sur soi, se sentir bien maquillée, bien apprêtée, ça contribue largement au fait d'être épanouie. Donc oui, moi c'est mon combat là-bas de faire que les femmes se sentent belles à l'extérieur comme elles le sont à l'intérieur. Chacun son combat. Exactement. Voilà, moi j'ai trouvé ton profil intéressant, non pas parce que tu es ma soeur comme je disais tantôt dans l'introduction, mais parce que déjà je pense que c'est grâce à toi que j'ai eu le courage d'entreprendre. Déjà. Ok, je ne savais pas. Mais... Si, c'est vrai, parce que je pense que c'est important dans l'entourage. Favorise en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on est dans un entourage où on n'a pas forcément des exemples, moi je pense que pour moi, en fait dans mon cas, tu as été mon exemple. Tu es mon exemple. Hey. Non mais c'est vrai, tu es mon exemple. Et bah oui, puisque je me suis toujours référée à toi pour des conseils. Bon après c'est vrai que c'est pas le même univers, mais que tu ne comprenais pas forcément au début. Je sais pas si tu comprends au fil de... Non. Mais en tout cas, je me suis toujours référée à toi parce que voilà, même si on n'entreprend pas dans les mêmes domaines, mais en tout cas, ça répond au même principe en fait. Ouais. Voilà, et il y avait des choses que je ne connaissais pas. Donc du coup, j'ai eu l'honnêteté de venir vers toi et te demander conseil. Et tes conseils m'ont aidé. Bah écoute, merci. J'espère que ça va aider plus d'une encore aujourd'hui. Ouais. Et avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans mon aventure, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que, moi je sais, et tu vas me dire, que ton métier de base, tu es comptable, et ta passion c'est le maquillage, la beauté, voilà. En fait. Et c'est deux domaines tellement différents en fait, parce que du coup, quand il y a des personnes qui veulent entreprendre, ils entreprennent en général dans des univers qu'ils maîtrisent déjà en fait. Exactement. Et je pense que
une personne qui s'intéresse aux chiffres et une personne qui manie des pinceaux. Enfin, il y a un petit décalage quand même. Voilà. Donc, et ça déjà aussi, et encore tu as décidé d'investir au Cameroun et ton projet au Cameroun c'est encore autre chose en fait. Tout à fait. Donc, comme tu le disais Stéphanie, je suis comptable, j'ai choisi ce métier, j'ai orienté mes études vers ce métier et aujourd'hui je suis gestionnaire comptable dans le marché des travaux publics et des prestations intellectuelles et j'aime beaucoup ce que je fais et j'ai vraiment choisi mon métier. C'est entre autres une autre passion. Et comment t'es venu ton intérêt pour les chiffres? Vu que tu as dit que les chiffres c'était une de tes passions. Oui, l'intérêt pour les chiffres. Comment on aime les chiffres? Parce que les chiffres, je crois que c'est... Je fais beaucoup un parallèle entre les chiffres et les gens. Parce que les gens, ils sont tellement... On ne sait pas ce qu'ils pensent. Quelqu'un peut te dire oui, mais en fait c'est non, mais en fait c'est peut-être, en fait c'est je ne sais pas, tu vois. Alors que les chiffres, c'est les chiffres, ils ne mentent pas. 1 plus 1 égale à 2, tu peux pas... En plus, les chiffres, c'est les chiffres, c'est de l'argent, la comptabilité, on compte de l'argent, donc c'est pas des formules mathématiques, parce que moi je suis complètement nulle en maths, hein, franchement. Mais l'argent, la comptabilité, c'est plus, moins, multiplié, divisé, donc c'est vraiment des calculs de base. Et l'argent ne ment pas. Si tu as 100 euros, tu as 100 euros, tu n'as pas 50 euros, tu n'as pas... Ça n'essaye pas de te tromper en fait, c'est clair, c'est de la rigueur, c'est vraiment... Et ça m'a vraiment passionné parce qu'il faut être concentré sur ce qu'on fait. On sait tout de suite quand on s'est trompé. Si on a dépensé 20 euros, c'est 20 euros, c'est pas plus. Et il n'y a pas de... Voilà, on n'essaye pas de tricher, on n'essaye pas de manigancer, les choses sont claires. Contrairement aux gens qui sont un peu... Donc quand je travaille avec les chiffres, je sais que je suis concentrée sur mon truc et je sais combien je dois trouver à la fin. Donc je ne suis pas perdue, je suis claire et nette dans ce que je fais. Ça m'a vraiment passionnée. Je suis capable d'être absorbée par ça pendant des heures sans m'ennuyer. C'est pour ça que mon métier, je l'aime beaucoup parce que je ne m'ennuie pas. Je n'ai pas l'impression vraiment d'aller au travail. Je vais pas à reculons quoi, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi et que je fais. Et je suis consciente que très peu de gens ont cette chance-là et je savoure ma chance tous les jours. Bah tant mieux. Mais maintenant, comment est-ce que tu passes des chiffres au pinceau? Bah rien à voir en fait. Oui. Rien à voir, mais comme je l'ai toujours dit, ma passion pour le maquillage, pour le make-up est venue en regardant les youtubeuses américaines, anglaises, qui passaient vraiment d'un visage simple à quelque chose de tellement beau. Moi je trouve ça c'est vraiment de l'art quoi. Et je me suis dit j'ai envie d'apprendre à faire ça. Et j'ai commencé à petit à petit avec les pinceaux, avec ce que j'avais sous la main. C'était pas toujours ça au début, franchement, c'était horrible au début. Mais je me suis accrochée parce que franchement ça m'a passionnée. Je passais des heures à regarder des tutos YouTube, des nuits entières à regarder des tutos YouTube. Ça me fascinait quoi. Et je me suis dit je vais apprendre à faire ça. Et au fur et à mesure des semaines, des mois passaient et mon maquillage commençait à ressembler à quelque chose. Et là je me suis dit mais j'ai envie de partager en fait ce que j'apprends là avec d'autres filles, peut-être qu'ils ne le savent pas ou qui ne sont pas aussi passionnées que moi. Et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de youtubeuses francophones qui étaient c'était beaucoup en anglais, donc celles qui ne parlent pas anglais étaient un peu perdues dans tout ça parce que entre les pinceaux, les techniques qu'on expliquait et tout, voilà. Donc je me suis dit j'ai envie de partager ça avec ma communauté francophone et c'est comme ça que je me suis lancée et depuis je suis dedans et franchement j'aime beaucoup parce que j'apprends tous les jours. Je suis vraiment dans un domaine de maquillage très simple pour tous les jours, pour la femme de tous les jours, pour celle que je suis tout simplement. Je n'essaie pas de faire des trucs extravagants, je n'essaie pas d'être make-up artiste et ça me convient très bien pour l'instant. Et ma communauté, un peu plus tous les jours, je crois que j'ai 47 000 abonnés à peu près sur ma chaîne et cumulé à peu près 1 million de vues cumulées sur toute ma chaîne. Et voilà, on grandit encore un petit peu tous les jours et ça continue toujours de me passionner autant. D'accord. Et au début, tu le faisais par passion, mais à un moment donné, tu as commencé à monnayer tes prestations. Oui, absolument, parce qu'au début, du coup, quand j'ai commencé à maquiller, que ça ressemblait à quelque chose, tout le monde voulait que je maquille, ben vous d'ailleurs. Mes soeurs, mes copines, tout le monde, vraiment tu maquilles super bien, je veux te maquiller, est-ce que tu peux me maquiller? C'est comme ça que j'ai appris à maquiller d'autres visages que le mien. Et on me disait, surtout Charlotte, ma soeur Charlotte me disait, mais comment
pourquoi tu fais pas payer les gens? Je me disais, moi, faire payer, mais attends, je fais juste. Moi, c'était rien en fait, c'est ma passion. J'avais pas l'impression de travailler. Et du coup, je me suis dit, bah non, ça me fait plaisir et tout. Elle m'a dit, mais non, il faut au moins même 10 euros parce que tu utilises tes produits quand même, tu prends du temps. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à monnayer ça. Et puis, j'ai vu que les gens sont prêts en fait à payer une somme pour que je les maquille. Je me suis dit, ah ouais, ok. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à maquiller. Et du bouche à oreille, je maquille maintenant pour des événements, pour des mariages notamment, pour des anniversaires, pour voilà, les gens qui veulent sortir, des filles qui veulent sortir, qui m'appellent, qui prennent rendez-vous, je me déplace et où elles se déplacent chez moi. Et puis voilà, ça rajoute du beurre dans les épinards. Et pareil, je n'ai pas l'impression de travailler, c'est vraiment encore une passion. Et en maquillant d'autres visages, j'apprends aussi à élargir en fait ma façon de maquiller, à maquiller tout type de peau. Et vraiment, c'est très 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 enrichissant. C'est quoi le côté positif en fait dans ton aventure de make-up artiste ou juste de maquilleuse ou tu te non, je suis pas make-up artiste parce que je n'ai pas fait d'école, je suis pas diplômée, je suis vraiment amatrice dans ce que je fais et autodidacte aussi, donc je ne peux pas dire que je suis make-up artiste. Si on me demande de faire maquillage de cinéma avec des trucs, là je pourrais pas le faire. C'est vrai que la notion de make-up artiste, les gens l'utilisent un peu de son contexte. De son contexte, tout à fait. Make-up artiste, elle est capable de maquiller pour le cinéma, pour faire des effets spéciaux, des trucs comme ça. Moi, je suis pas capable de faire ça. Des trucs comme ça. Exactement, exactement. Donc, non. Et donc, pour les personnes qui maquillent pour les événements, comment ils appellent je sais pas trop, des maquilleuses, je crois. Maquilleuses. Des maquilleuses, tout simplement. Si quelqu'un aime ma façon de maquiller, trouve que ça va bien avec sa personnalité, parce que tu prends aussi une maquilleuse en fonction de le feeling que vous avez quand tu vois ces maquillages, tu te dis ça pourrait m'aller. Je pense que ma communauté, en tout cas les clientes qui m'appellent se reconnaissent beaucoup dans mon travail. Et puis jusqu'à présent tout s'est toujours très très bien passé, mais je suis maquilleuse tout simplement. Comment est-ce que tu as défini tes tarifs? J'ai regardé un peu ce que la concurrence entre guillemets fait, parce qu'il y a plein de maquilleuses sur Paris, hein. Les prix, j'ai essayé de ne me placer ni trop haut ni trop bas, enfin vraiment juste milieu quoi. Et c'est quoi le plus important pour toi quand tu maquilles une cliente? Je pense que c'est vraiment le feeling. Le feeling? Ouais, c'est vraiment le feeling parce que tu parles beaucoup, tu parles d'abord avec la cliente, tu vois ce qu'elle veut j'ai déjà refusé pas mal de prestations parce que je sentais pas la personne en fait, tu vois. Je sentais pas la personne, voilà, le feeling n'est pas passé et moi je fais ça vraiment pour m'amuser, c'est pas mon métier de base. Donc si je prends pas du plaisir à le faire, moi ça ne m'intéresse pas en fait de le faire. Donc je veux vraiment partager une expérience avec la personne. Pour un mariage, c'est toujours un peu très délicat. Et on rentre vraiment dans l'intimité des gens quand on va les maquiller chez eux. Donc il faut avoir il faut se sentir à l'aise quoi. La personne elle doit se sentir belle, il faut être sûr de son travail, donc c'est le plus beau jour de sa vie. Voilà, c'est le plus beau jour de sa vie. Donc si on n'a pas une certaine relation, j'ai envie de dire, un certain feeling, je pense que ça va pas le faire. Donc c'est vraiment ce que je cherche, travailler dans la bonne humeur, que ce soit toujours un plaisir, voilà. C'est vraiment ça comment dire, tes critères. Voilà, mes critères, c'est vraiment être toujours dans la bonne humeur et m'éclater en fait dans le maquillage. C'est tout ce que je recherche. Tu maquilles, mais tu coiffes aussi de temps en temps? Ouais, je veux pas trop me lancer sur ça. Je pose des perruques, je fais des boucles, mais alors coiffer pour des mariages, non, parce que c'est des chignons, c'est des trucs vraiment sophistiqués et tout, donc non. Mais voilà, je pose des perruques. C'est déjà arrivé Oui, c'est déjà arrivé que je rattrape un truc où la maquilleuse, la coiffeuse n'est pas venue, où la fille avait vraiment un truc très simple, mais je préviens déjà que je ne sais pas coiffer. Elle me dit, mais si je vois souvent que tu es coiffée, je dis oui, mais c'est pas des coiffures de mariage. Mais si c'est ce qu'elle veut, effectivement, je suis capable de le faire. Et puis je le fais, mais non, je suis pas coiffeuse. Je veux peut-être m'y mettre d'ailleurs, mais pour l'instant, non, ça ne fait pas partie de mes prestations. On parle des make-up artistes, on dit du mal d'elles, comme quoi elles annulent au dernier moment,
ou enfin des critiques quoi. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de critiques négatives à ton sujet concernant tes prestations de maquillage? Non. Toutes tes clientes sont satisfaites? Bah, en tout cas, celles qui ne sont pas satisfaites ne se sont pas fait savoir. Donc, pour l'instant, non. Franchement, non. J'essaie, en tout cas, je sais comment ça peut tellement être stressant, surtout pour des mariages. Même un événement, tu t'attends à être maquillée, la personne ne vient pas, ne donne pas de nouvelles. En tout cas, pour l'instant, je n'ai jamais annulé un rendez-vous. Ou alors, si vraiment je n'ai pas pu, j'ai orienté la personne vers quelqu'un d'autre qui a pu la maquiller, qui était très satisfaite. Donc, mais vraiment, non. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas de critiques. Celles qui en ont, veuillez me le dire parce que je ne suis pas. Oui, peut-être, hein, je ne suis pas au courant en tout cas. Et toi, tu as déjà eu des expériences négatives avec tes clientes, certaines de tes clientes? Bah ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, enfin, on va dire la pire? Oh, pas la plus récente, mais la pire. Non, la pire, c'est genre. Ce qui m'est beaucoup arrivé, c'est que tu définis un tarif et tu arrives, après la personne te parle d'autre chose en fait. Tu vois? Parce que, mais non, mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Oui, non, mais finalement, je n'ai pas pu, mais il fallait me dire ça avant que j'arrive. Ou, je sais pas, t'arrives, tu dis, par exemple, tu bookes une journée pour maquiller 5 personnes, arrivé, il n'y a que 2 personnes. Alors que tu t'es déjà préparé avec. Donc, il y a eu tellement de trucs comme ça où tu arrives, la personne elle est pas prête, du coup tu dois attendre 2 heures alors que tu as d'autres rendez-vous derrière. Ou même la personne elle n'est pas là. Enfin, il y a eu tellement de trucs, mais vraiment ce qui arrive plus souvent, et c'est vraiment que la personne ne te paye pas le prix, ne te paye pas du tout d'ailleurs, ou ne te paye pas le prix que tu avais, oui, ou ne te paye pas le prix que vous aviez négocié au départ. Donc maintenant, je demande absolument une avance avant la prestation, quoi. Pour booker la prestation, il faut au moins 50% de l'avance. Comme ça, si tu annules, ou si tu... Parce qu'il y a de l'annulation de dernière minute aussi, où tu es même déjà en bas de la personne, de chez la personne, et tu dis, ah, mais finalement, j'ai plus besoin et tout. Ok. Donc voilà, donc il y a tellement de mauvaises expériences. Et ça m'a beaucoup freiné en fait, parce que je me suis dit, attends, moi je fais ça pour m'amuser, pour m'éclater. Je vais pas en plus commencer à rentrer dans des histoires où... voilà, c'est trop fatigant quoi. Tu laisses ta famille à la maison pour aller maquiller, tu trouves là-bas des soucis auxquels tu t'attendais pas. C'est vraiment, c'est décourageant et ça m'a beaucoup découragée. Du coup, maintenant, j'espace beaucoup mes prestations. Je fais pas ça tout le temps. Je trie vraiment. Je fais pas forcément de publicité que je maquille parce que j'ai pas envie d'avoir 10 000 clients non plus, parce que c'est pas mon métier. Je veux quand même avoir des week-ends de libre pour profiter de ma famille, de mon enfant. Donc c'est vraiment du bouche à oreille, et en général c'est les mêmes clientes qui reviennent pour les anniversaires, pour les trucs, et c'est vraiment une clientèle que je garde. C'est plus ou moins la même, c'est la cousine, la tante, la machin, et puis ça s'agrandit comme ça. D'accord, ok. Bah, je pense que pour ta passion sur le make-up, je pense qu'on a fait le tour. Et maintenant, on va aborder le dernier sujet. C'est ton projet au Cameroun, qui est une ferme. Oui, qui est une ferme avicole. Par où commencer? C'est un autre projet encore qui n'a rien à voir avec les il y a eu les chiffres, il y a eu les pinceaux, maintenant on passe au poulet. C'est exactement ça. Mais j'ai tellement envie de faire plein de choses. Je pense que j'ai besoin d'avoir au moins 5 vies. Mais c'est venu à quel moment en fait te dire que tu vas faire une ferme au Cameroun? Enfin, déjà faire une ferme, on peut comprendre, et au Cameroun. Déjà, aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu retourner au Cameroun. Déjà, et je me suis dit, comme tout le monde, peut-être tu finis tes études, tu rentres, tu trouves un boulot et tu commences à travailler là-bas comme tout le monde. Ce que j'ai essayé d'ailleurs de faire, je suis rentrée au Cameroun pendant un bon moment, j'ai cherché du boulot, mais les réalités du travail ne sont pas les mêmes qu'ici, on ne te demande pas la même chose. C'est vraiment compliqué quand on part d'ici, et pour trouver du boulot là-bas, déjà les salaires, il faut le diviser par 7. Mais bon, ça, je m'attendais, mais il faut trouver un bon truc, il faut avoir des relations, donc ça a été très compliqué. Du coup, je suis revenue et je me suis dit que si je dois repartir, c'est vraiment avec un projet entrepreneurial
où j'ai investi vraiment dans quelque chose, dans autre chose que le salariat. Je ne veux plus retourner en tant que salarié parce que ça nécessite tellement de choses. Et j'ai échoué la première fois et je veux aller vers autre chose. Et au départ, mon idée c'était vraiment de rester dans ma passion qui est le make-up, c'est-à-dire soit d'ouvrir un beauty lounge, donc un atelier maquillage où je pouvais vendre des produits de maquillage que l'on ne trouve pas là-bas, évidemment, apporter un petit peu des produits européens qu'on trouve facilement ici, mais que là-bas c'est compliqué à trouver. Donc mettre ça à disposition, plus accessible aux jeunes femmes camerounaises. Et c'était vraiment ça mon idée, comme ça je reste un peu dans cette même thématique qui est le maquillage. Mais je me suis vite rendu compte que ce modèle économique n'allait pas me passionner en fait. Je trouve pas ça très intéressant d'aller vendre là-bas, ça n'a aucune valeur ajoutée en fait pour moi. Je ne crée rien, j'ai besoin vraiment de créer quelque chose, d'apporter une plus-value, voilà, de donner un sens à mon geste et d'apporter vraiment une plus-value. Et donc j'ai continué mes recherches sans trop m'attarder là-dessus. Je savais que j'allais retourner, mais je savais pas avec quel projet. Donc mon projet de poulet est venu tout simplement en regardant un reportage au Cameroun sur l'importation des poulets congelés en Afrique et au Cameroun plus particulièrement, et la Côte d'Ivoire aussi, et où on parlait des tonnes et des tonnes de poulets congelés qui venaient d'Amérique du Sud, des poulets qui ont été exploités, donc c'est des poules pondeuses qui ont pondu pendant des mois et qui sont épuisées, ensuite qui sont abattues, qui sont congelées, qui sont envoyées vers l'Afrique parce que l'Europe n'en veut pas, parce que c'est bourré d'hormones. Voilà, ça répond pas aux normes, c'est bourré d'hormones, donc c'est pas des poulets qui peuvent rentrer en France. Donc du coup les conteneurs sont reroutés vers l'Afrique, et l'Afrique qui absorbe tout ce marché de poulets surgelés, bourrés d'hormones. Ça arrive au port de Douala, au port à Abidjan, où ça reste pendant des heures, souvent des jours. Au port, donc vous imaginez la chaîne du froid qui est brisée 10 000 fois, ça part du Brésil jusqu'au Cameroun, donc des milliers de kilomètres, et on nous vend ça au Cameroun, on mange, voilà, avec tous les problèmes sanitaires que ça peut apporter derrière. Et le reportage disait que oui, il y a une production de volailles au Cameroun, mais ça n'arrive pas à absorber la demande. Parce que le poulet c'est mangé vraiment en Afrique, c'est un plat très 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 connu et très aimé de la population, donc il n'y a pas assez de production locale. Il y a plus de demande que d'offres. Exactement, et il n'y a pas assez de production locale pour absorber ce marché, d'où la nécessité d'importer ces poulets-là. Et j'étais vraiment effarée d'entendre ça. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Nos parents vivent encore là-bas. Tu t'es sentie concernée. Je me suis sentie concernée et franchement, c'est resté dans ma tête en fait pendant des jours. Je me suis dit, mais il faut que je fasse même une petite ferme, même chez nous, pour faire 5-10 poulets. Comme ça, on n'achètera plus ces poulets-là, on ne va pas manger ça. Et le problème sanitaire, les cancers et tout ça que ça peut apporter. Et je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais faire une ferme, vraiment une grande ferme où je viens concurrencer, entre guillemets, à ma modeste... tu concurrences. Oui, je viens concurrencer ce marché, et si tout le monde pouvait faire ça, bah, ça pourrait diminuer les importations, voire même complètement éradiquer ce phénomène. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai dit à ma mère, voilà, j'ai envie de lancer une ferme. Donc tout le monde était un peu étonné que, mais comment, de quoi s'agit-il? J'ai dit, voilà, j'ai envie de faire des poulets de chair. Je me suis renseignée. Donc à partir de là, je crois que ça a éveillé en fait. Tu as eu l'idée, Je ne dormais plus. Pareil comme pour la beauté, quand je regardais les tutos, j'étais sur internet pour regarder. Je me suis formée pour savoir comment on élève des poulets, de l'œuf au poulet qu'on mange, comment, toutes les étapes et tout. Je me suis dit, plus j'apprenais dessus, plus je me dis, je veux faire ça. Donc, quand j'ai décidé de me lancer dedans, donc j'ai acheté le terrain, j'ai vraiment voulu faire les choses vraiment de A à Z, de la base, parce qu'il y avait plusieurs options, notamment celle de louer déjà une ferme et de lancer juste la production. On n'a pas besoin de ramener tes bandes et tout. Voilà, de faire directement mes poulets dans une ferme qui est déjà construite, comme ça je ne me tracasse pas
à construire le truc. Et voilà, si ça marche pas, parce que ça comporte aussi le risque que ça ne marche pas. Voilà, les murs ne m'appartiennent pas. Et puis voilà, je n'ai pas perdu grand chose. Mais j'étais tellement à fond dans le projet que je me suis dit, je veux ma ferme à moi, je veux construire ma ferme. Du coup, j'ai acheté un terrain. J'ai commencé avec 1500 mètres carrés. Ça, c'était en 2019? Oui, non, en 2018 que j'ai acheté le 2018, terrain. Voilà, 2018, j'ai acheté le terrain. Le temps de faire toutes les formalités, le géomètre, le cadastre, le machin. Ensuite, il fallait, c'était en pleine brousse, hein, parce que ce genre d'exploitation, on ne peut pas faire ça en ville. En tout cas, pas l'ampleur que je veux, parce que je voulais faire un domaine d'à peu près entre 4000 et 10 000 têtes de poulet. Donc, il faut vraiment vraiment prendre une exploitation assez reculée de la ville pour ne pas embêter le voisinage. Et donc, après ça, il fallait débroussailler, il fallait tracer la route qui va jusque là-bas, voilà, jusqu'à l'exploitation, et ensuite construire le poulailler, construire aussi les bâtiments administratifs, c'est-à-dire déjà le gardien qui allait dormir dessus, puisqu'on ne peut pas laisser des poulets comme ça et puis entrer, il fallait quelqu'un qui dorme dessus. Donc tout ça, la construction a commencé en 2019, voilà, en février 2019, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Et voilà, tout simplement, je sais plus quoi dire. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de banque de poulet, on n'en a pas encore mis. J'ai fini la construction des bâtiments administratifs, donc le gardien est déjà sur place. J'ai au moins un salarié là-bas, des tâcherons qui partent de temps en temps pour débroussailler, pour faire des petits travaux. Le bâtiment de production qui peut accueillir 1000 poulets aussi est déjà prêt. Et voilà, ça n'attend que la production en fait. Vu que je connais plus ou moins ton projet, ce qui est intéressant dans ta stratégie, c'est que non seulement les bâtiments sont à toi, les murs sont à toi, tu élèves tes poulets directement sur place, et aussi dans les bâtiments, dans la concession, tu as aussi d'autres bâtiments. Oui, j'ai d'autres bâtiments puisque tu veux contrôler ta chaîne en fait. Exactement, je veux contrôler toute la chaîne parce que le but c'était vraiment de concurrencer ce poulet bourré d'OGM, et donc je veux vraiment faire les choses bien. Donc un an avant de commencer la construction des bâtiments, donc j'ai mis du maïs du coup sur tout le terrain parce que les poulets se nourrissent essentiellement de maïs. On appelle ça déjà la provende. La provende, donc j'ai envie de contrôler la nourriture que je donne au poulet, donc faire ma propre provende, vraiment contrôler toute la chaîne de production du poulet pour que mes clients sachent exactement d'où vient le poulet et qu'ils sachent exactement ce qu'ils mangent. Donc c'est à la limite d'un poulet bio, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, on connaît la provenance et comment le poulet est élevé de l'œuf jusqu'à l'abattage. C'est vraiment mon but dans cette exploitation, puisque aujourd'hui, au départ quand j'ai commencé, elle était à peu près 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, j'ai doublé la surface qui est à 2000 mètres carrés. J'ai envie de rajouter aussi la pisciculture, donc le poisson, donc tout ce qui concerne le poulet, donc poulet surgelé, c'est la même chose pour le poisson. Des tonnes de poissons sont aussi rentrées au Cameroun, on ne sait pas d'où ça vient, comment ça a été nourri. Et voilà, on consomme des choses qui souvent sont impropres à la consommation, il faut le dire. Et du coup, j'ai voulu aussi lancer des étangs piscicoles et un peu plus loin aussi de la porcherie. Donc c'est vraiment sur ces 3 domaines que je veux commencer en tout cas. Et après les poulets, je vais aussi mettre des volailles rares comme le dindon, les pintades, toute autre volaille mais qui n'est pas le poulet. Je veux vraiment diversifier mon offre et ne pas rester seulement sur le poulet. D'accord. Et comment est-ce que tu comptes piloter ta ferme à distance, ou tu comptes te rendre définitivement au Cameroun? Je pense que pour le lancement, il faut que j'aille pour vraiment gérer ça. Et il me faut une équipe parce que je ne maîtrise pas
le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas te dire que je suis capable d'élever, de prendre un œuf et de le rendre un poulet, surtout dans la capacité que je veux faire. Donc, je suis obligée de m'entourer des personnes qui savent mieux que moi le faire. Donc, du coup, je n'ai pas besoin d'être physiquement sur le terrain à 100%. Mais j'ai quand même besoin d'être là, surtout au lancement, pour poser les bases, pour trouver mon équipe, pour mettre en place les procédures. Et c'est ces procédures-là qui vont me permettre de suivre en fait le bon déroulement des choses. Savoir qu'à tel moment, il faut nourrir, les poulets doivent avoir tel poids. Et si ça ne cadre pas avec, je sais qu'il y a une faille. Et ça me permet en fait de suivre l'évolution de mon exploitation et de suivre le travail que font les équipes sur place. Ma présence est forcément nécessaire parce que je pense que quand on travaille avec les gens, on ne peut pas juste donner des ordres, fais ça, fais ça, fais ça. À un moment, ça va coincer. Donc, il faut que j'aille de temps en temps. Et de toute façon, mon projet a toujours été de m'installer là-bas définitivement. À terme, bien sûr, je m'installerai définitivement puisque je veux faire autre chose que l'agriculture et l'élevage. Hein. J'espère en tout cas étendre mes activités dans d'autres domaines et pour ça, effectivement, il faut que je sois souvent sur place. Tu as dû rencontrer quelques difficultés puisque l'achat du terrain, tu n'étais pas sur place, tu n'as pas visité le terrain. C'est pas toi qui as fait les démarches administratives. Tu es juste arrivé, je pense, plusieurs mois après que le terrain soit déjà acheté et que les gens avaient même déjà mangé même bah oui, puisque en général, quand on achète le terrain, on fait manger les gens du village. Et comment est-ce que tu t'es pris? Enfin, moi je sais, mais les personnes ne le savent pas. Comment est-ce que tu t'es pris de faire tout ça à distance? Bah, je pense qu'on a beaucoup de chance, il faut le dire, Oui. d'avoir notre maman sur place. Je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. Et c'est vraiment ce qui manque à ceux qui veulent investir au pays, d'avoir une personne de confiance. Je pense que ma mère a tellement bien géré elle a bien géré en fait ce domaine-là. Je ne me suis pas inquiétée parce que moi je suis incapable d'aller au Cameroun et de chercher un terrain et d'en acheter un. Même si je suis sur place. Oui, c'est vraiment où est-ce que ça se passe? Je ne sais les titres même pas comment tout ce qui est le géomètre, exactement. Tout ça. Voilà, donc j'ai seulement donné l'argent, elle a trouvé, je lui ai dit ce que je voulais, elle a cherché, elle a trouvé. Quand elle a trouvé, elle a pris des photos, mais puis les photos tu peux pas te rendre compte de ce que tu achètes. Je lui ai dit, je peux faire une exploitation de poulet, oui. Est-ce que le terrain est bon? Oui. Tu as bien négocié les prix? Oui. Voilà. J'ai envoyé l'argent, elle s'est chargée de toutes les formalités et elle m'a envoyé juste les photos, le titre foncier est bien. Je n'ai reçu que les photos quand ils ont fait la fête avec les gens du village, dire qu'ils ont mangé et que ça y est, le terrain est à moi, et j'étais super contente et tout. Donc avec le titre foncier, les repères du géomètre, les bornes ont été placées. Donc vraiment, elle s'est occupée de tout. Et je pense qu'elle était aussi très fière que je commence à investir au Cameroun. Donc ça c'est son rêve. Voilà, donc elle était très contente de faire ça. Et vraiment, elle m'a beaucoup, et elle continue d'ailleurs de beaucoup m'aider dans cette... Je pense que si elle n'était pas là, je ne me serais pas lancée dans cette aventure parce que c'est pas possible d'entreprendre ça et en étant ici sans avoir quelqu'un qui puisse gérer quand même ces petites choses. Et elle connaît bien le Cameroun puisqu'elle y vit et moi je ne connais absolument pas tout ce qui est administratif et tout. Donc c'était vraiment une chance de l'avoir. Il s'est passé combien de temps entre ces deux temps-là? La décision et l'achat du terrain? 1 mois. Ouais. Enfin, moi je le savais. Oui. Mais du coup, on ne peut pas se lancer dans un tel projet si on n'a pas un budget. Bah, j'avais mes économies et je sais pas si tu te rappelles, mais à cette époque, je savais pas quoi faire de ma vie. C'est ça en fait, je savais pas quoi faire de ton argent. Parce que c'était à l'époque où du coup tu avais commencé j'avais commencé à travailler, j'étais très bien payée. Voilà. Et je me dis mais attends, mais tout cet argent, j'ai l'argent, je sais pas. En fait, je savais pas quoi faire. J'étais déprimée. Mais oui, je veux donner un sens à ma vie et tout. Je disais mais absolument. On nous faisait paye-nous des choses. Toi tu es là, tu dis que tu vas aller. Non, je ne savais pas quoi faire je savais pas quoi faire de mon argent franchement et je voyais que je mettais l'argent dans mon compte, ça me sert à rien, gars. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai pas forcément envie d'acheter la maison, ça me rapporte rien d'acheter une maison. J'ai envie de donner un sens à ma vie, j'ai envie de faire quelque chose qui me
voilà, qui me passionne, qui fait battre mon cœur, parce que je fonctionne à ça en fait, je fonctionne à la passion, aux palpitations. Donc quand j'ai eu cette idée, je ne dormais plus. Je t'assure, je dormais plus, je dis mais je veux faire ça. Plus je m'intéressais à ça, plus je me renseignais sur l'exploitation avicole, plus je me dis non, c'est ça. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle dit oui, réfléchis encore, non, je réfléchis pas, voilà l'argent, va, achète le terrain dès que tu trouves. Et je l'ai envoyé, j'ai envoyé tout l'argent en fait, je lui ai dit que tu trouves un terrain, ne discute même pas trop. Achète, ne discute même pas trop, achète. Donc, je voulais qu'elle ait toute l'argent. J'ai dit que j'ai fait le Western Union direct qu'elle achète le terrain. C'est vrai que nous, on était étonnés que, en fait, mais réfléchis, je veux dire, rien ne presse et tout. Mais ouais, donc ça s'est passé super vite. Et du coup, pour la construction, comment est-ce que ça s'est passé pour le recrutement du personnel, des maçons Bah pareil, encore, c'est ma mère. Ma mère, elle a déjà pas mal, elle a déjà construit, elle a pas mal de construction, elle connaît quand même des entrepreneurs qui construisent au Cameroun. Du coup, quand j'ai parlé de construire, donc elle avait déjà des gens sous le coude. C'était pas ça le plus difficile? Non, c'était pas le plus difficile. Il fallait juste défricher et commencer. Il fallait faire les plans. C'est les plans vraiment qui étaient, parce qu'il fallait qu'il fasse quand même quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que entre expliquer au téléphone et puis que l'on fasse ta chose sur place, c'était assez compliqué. Et surtout qu'avec les gens du Cameroun, j'ai l'impression qu'on ne parle pas forcément le même langage. Donc tu peux expliquer un truc, mais il va te dire qu'il sait faire. Tu vois, voilà. Surtout que pour faire les poulets d'après, bon, vu que tu es dans cet univers-là maintenant, moi aussi je m'y intéresse. Et surtout que pour construire les bâtiments, des poulets, ça répond à des normes en fait aussi. Exactement, il y a des normes, il y a une pente qu'il faut respecter, il y a l'exposition au soleil et au vent qu'il faut respecter par rapport, donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc si tu dis juste oui, je veux construire, parce que je voulais pas, comme je dis, je veux pas faire les choses comme les autres, je veux pas faire comme le paysan du village qui met 4 planches et qui met les poulets dedans. Je veux vraiment que l'air circule et que ce soit vraiment un bâtiment d'exploitation de volailles et qui produit continuellement. Donc que ce soit vraiment quelque chose de bien fait et que je ne veux pas casser dans 1 an ou 2 parce qu'il a été mal construit, parce que j'ai investi quand même mes sous à l'intérieur. Et donc il fallait que ce soit bien fait et que ça respecte les normes d'un bâtiment d'exploitation. Je suis entrepreneur aussi de mettre les ports, donc du coup il y avait une distance, d'après ce que j'ai vu, il y avait une distance entre les quand même. Surtout que je vais être ton salarié. Oui, tu vas être ton salarié. Donc du coup il y a des distances à respecter entre où on va mettre les poulets et où on va mettre les porcs. Et aussi vu que sur ton terrain il y a un marécage, donc il y avait des trucs qu'il fallait faire sur pilotis et tout. Voilà, donc c'était technique en fait. Donc c'est pas le maçon du coin. Non, c'est pas le maçon du coin qui peut faire ça. Donc du coup là je me suis dit qu'il faut que j'y aille. Tu vois, il faut vraiment que j'y aille pour le bâtiment comment dire, le bâtiment administratif, c'est pas un problème, c'est comme un bâtiment d'habitation, les murs, les portes et tout. Mais alors pour le bâtiment d'exploitation des poulets, et il faut que ce soit séparé, il y a un nombre de mètres, voilà, il y a un nombre de mètres qu'il faut. Donc je suis partie sur place. Et j'avais déjà dans les contacts que j'avais recherchés quelqu'un qui avait un cabinet agricole qui s'occupait de l'implantation de ce genre de bâtiment. Et du coup j'ai pris rendez-vous avec lui ici avant même d'arriver. Je lui ai dit voilà, j'arrive tel jour, est-ce qu'on peut se voir pour que tu ailles voir mon exploitation et que tu me dises comment je peux aménager le terrain pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc quand je suis arrivée, donc tout de suite sans perdre de temps, on est parti. Donc il m'a fait les plans. Il m'a fait le plan par rapport au soleil, le vent, tout ça. Bref, c'est son métier quoi. Et voilà, il m'a dit de construire comme ça. Il m'a vraiment il m'a vraiment fait un rapport bien écrit, posé, précis sur ce que, en fonction de ce que je lui ai dit. Donc j'ai toujours ce rapport et je me réfère toujours à ça quand je dois construire mes bâtiments. Du coup, pour le maçon, l'entrepreneur qui devait construire, j'avais plus qu'à lui donner les plans que l'on m'avait fait, et c'est comme ça que j'ai commencé les travaux. Mais c'est vrai que ces travaux-là ont accumulé beaucoup de retard. Ah oui. Parce que ah oui. Oui, parce que l'équipe n'était pas... Ils faisaient qu'à leur tête en fait au final. C'est vraiment pas facile. Quand on entreprend comme ça, surtout quand on est loin,
Même quand on est sur place, je vous assure, c'est pas... Il faut être avec eux, quoi. Du coup, c'est comme si c'est une tenir la nounou main. qui garde. Exactement. Ouais, Il faut tenir la main, il faut se renseigner, il faut demander. Surtout quand on est ici, il faut demander des photos. Quand on est sur place, il faut passer. Souvent, même on passe, on ne voit pas les petits détails qu'ils n'ont pas fait. On ne voit pas qu'ils ont bourré le parpaing parce que le bas, la charpente, enfin pas la charpente, comment dire, les fondations du bâtiment, c'est des parpaings des parpaings de 15 qu'il faut bourrer en plus. De 15 ou de 20 qu'il faut bourrer, donc il faut s'assurer, sinon ton bâtiment il tient pas en fait. Ils avaient fait des murs penchés. Voilà, ils avaient fait des murs penchés, eux ils voient que c'est penché, non, ça va aller. Oui, voilà, on va remettre, on va crépir ici pour tout. Donc même quand vous êtes là, en fait, il y a des choses qui peuvent vous échapper si vous ne connaissez pas. Donc ce n'est même pas seulement le fait d'être loin, c'est vraiment le fait de connaître aussi dans quoi on s'engage et de savoir vraiment ce qu'on veut. Voilà, et d'avoir l'œil. Voilà, parce que comme je dis, souvent même, c'est parce que nous on n'explique pas, nous on vient de l'Europe, donc on a une façon de s'exprimer et peut-être qu'eux ils ne comprennent pas et ils ne vont pas te dire que oui je n'ai pas compris ou est-ce que vous pouvez répéter. Ça, c'est la mentalité quoi. Voilà, c'est une question de mentalité et souvent voilà c'est compliqué, la communication est souvent assez compliquée, donc il y avait tout ça. Et ça a créé tellement de retard, un mur qu'on a dû casser, on a dû casser le mur pour le reconstruire, les fondations n'étaient pas bien faites, du bâtiment d'exploitation n'étaient pas bien faites, on a dû refaire, on a dû changer, c'était vraiment ça, des semaines et plus vous perdez du temps, plus vous perdez de l'argent, plus les pluies commencent, on dépend aussi du climat, les pluies, la chaleur, vraiment ça a retardé tellement de choses. Jusqu'aujourd'hui quoi. Jusqu'aujourd'hui, j'ai changé d'entrepreneur au moins 3 fois. Parce que la première fois que je suis venue, j'ai trouvé une équipe sur place qui m'a fait n'importe quoi. Je les ai tous virés. J'ai pris d'autres personnes qui eux aussi ont commencé. Mais dès que je suis partie, quand je suis revenue ici en France, eux aussi ils ont commencé le pas de sorcellerie que j'ai dû virer encore et que j'ai trouvé encore d'autres gens, eux qui ont pu terminer le chantier. Donc, et puis tu dois gérer plein de trucs parce que sur place, je n'ai ni électricité ni eau. Donc, il faut faire venir quelqu'un qui va creuser le puits, qui va l'assainir et qui va poser des bulles pour que l'eau soit potable parce que c'est l'eau que les poulaillers vont boire et que même ceux qui sont là, parce que c'est possible de boire, en tout cas au Cameroun, c'est possible de boire l'eau du puits, mais il faut que l'eau là, elle soit traitée. Donc, tu traites en même temps avec ceux qui travaillent avec le puits, ceux qui viennent te poser le système solaire pour avoir de l'électricité parce qu'il y a le gardien qui vit là. Donc, c'était tellement de... Ouais, mais c'est un choix que tu as fait de poser les panneaux solaires. Oui, c'est un choix parce que c'est un choix sans être un choix. Tu étais obligé parce que, voilà, mais... Soit c'est ça, soit je fais venir un poteau électrique et ça coûte extrêmement cher et en plus comme je suis la première personne dans tout le rayon où j'ai acheté à commencer à construire parce que tout est déjà vendu où je suis mais les gens n'ont pas commencé à construire et je suis la seule, j'étais en tout cas parce que ça commence petit à petit à se remplir. Du coup, j'étais la seule personne qui construisait déjà et qui était déjà sur place. Donc, il faut faire venir un poteau électrique et ça coûte des millions. Et quand le poteau électrique est là, tout le monde va seulement venir se brancher alors que toi, tu as fait tout le travail. Et donc, je me suis dit non, je vais faire mon installation personnelle, donc installer des panneaux solaires sur le bâtiment. Ça va éclairer le gardien, ça va éclairer le poulailler, ça va mettre la lumière dehors. Et voilà, comme ça, je suis tranquille. Tout simplement. Donc, il faut gérer tous ces gens-là. Il faut que le travail soit bien fait. Et ensuite, il faut payer. Il faut s'assurer que le service fait, en fait, soit fait. Donc, ma mère, elle passait de temps en temps pour voir si réellement ce que l'entrepreneur me dit, c'est réellement ce qui est. Et qu'il est vraiment là et qu'ils font vraiment les travaux. Et que, donc, c'était vraiment... C'est des réunions qui n'en finissaient pas. Des messages à pas d'heure, des photos, des analyses, des zooms sur les photos pour voir ce qu'il veut cacher derrière. Donc, c'était beaucoup de travail. Surtout en étant loin, je pense qu'on s'investit même encore plus quand on est sur place parce qu'on ne veut rien louper. Tu n'as toujours pas fait de bande de poulet. Non. Parce que le côté humain, c'est ce qui te manque. Voilà. Et comment est-ce que tu comptes y remédier?
Bah, aujourd'hui, je n'ai pas. Déjà, j'ai loupé la coche de décembre parce que je voulais vraiment lancer mes poulets pour les fêtes pour décembre, donc c'est-à-dire commencer en novembre, parce que mes poulets, c'est entre 45 et 50 jours. Donc, commencer en fin octobre, novembre. Et à ce moment-là, le plan n'était pas complètement terminé parce qu'on a vu qu'il y avait quelques petits détails. Il fallait bétonner le sol. On n'avait pas mis assez de tôle. Donc, l'eau, quand les pluies ont commencé, l'eau entrait dans le poulailler. Donc, il fallait faire ça. Le gardien qui était là, je voulais le mettre en formation dans une autre ferme pour commencer à se former le temps que les poulets arrivent. Ça ne s'est pas fait. En fait, c'était une question de synchronisation, quoi. Lui, quand il devait aller en formation, et bah, le formateur n'était pas prêt à l'accueillir parce qu'il n'avait pas encore les poulets. Et voilà, vraiment, les choses ne se sont pas bien emboîtées. Du coup, quand j'ai passé le coche de décembre, là, je me suis dit, ça sert à rien de lancer des poulets pour les sortir en janvier. Les fêtes sont terminées et je vais déjà laisser passer cette étape-là. Je vais former mon gardien. Entre-temps aussi, le gardien aussi, lui aussi, il a ses problèmes. C'est quelque chose. Il a commencé sur sa part, du coup, tu veux investir sur quelqu'un, mais voilà, c'est compliqué de gérer des gens. Du coup, même le côté humain, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui j'ai une équipe qui est prête à s'investir à travailler dans ce projet. Parce que vraiment, les poulets, c'est très délicat. Il faut les donner de l'eau à une certaine heure, il faut les nourrir à une certaine heure, il faut nettoyer le poulailler tous les jours. Les trucs que oui, ma grand-mère est malade, je dois aller au village, tu peux pas partir 2 jours et laisser mon poulailler comme ça, c'est pas possible. Ou oui, ou je me suis pas réveillée, ou je n'ai pas. C'est très délicat. C'est pour ça qu'il faut que celui qui a rigoureux, voilà, c'est très rigoureux. Si on perd une journée par exemple, ou par exemple quand il y a une épidémie, si on voit qu'un poulet est mort, tout de suite il faut l'isoler pour traiter le truc. Parce que s'il reste là 2-3 heures, il contamine. Plus il reste là, plus il contamine les autres. Donc c'est vraiment un travail de chaque instant. C'est vraiment quelque chose où il faut réagir, il faut être assez vigilant et il faut réagir tout de suite quoi, quand il y a un problème. Et pour ça, effectivement, il faut tester son personnel. Si déjà avec le gardien, tu sens qu'il n'est pas très réactif, tu te dis, mais attends, si je mets une bande de 1000 poulets... il va arrêter combien à la fin, si déjà sur un petit truc il n'est pas assez réactif et tout. Donc il y a aussi cette étape là où tu dois déjà tester ton personnel, voir s'ils ont assez le mental en fait pour poursuivre ce truc là. Si tu vois que ça correspond pas, tu ne sais même à rien. Parce que moi j'ai décidé que je ne négocie plus en fait avec les gens. Je ne suis plus là en train de dire oui, mais peut-être qu'il pourra, peut-être que de trouver des excuses. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Exactement. Parce que j'ai investi mon argent, j'ai investi mon temps, je veux vraiment que mon projet fonctionne, soit c'est blanc, soit c'est noir. Soit tu corresponds pas. Et ce n'est pas forcé en fait. Si tu ne veux pas travailler, tu laisses, quelqu'un d'autre va le faire. Et si personne ne le fait, moi-même je suis capable de le faire. Parce que je suis capable de prendre mes bottes, et je pense que je l'ai déjà fait, de rentrer dans le truc et de lever moi-même mes poulets. Tout ce qui me manque, c'est que je ne suis pas sur place. Mais je suis capable de le faire. Et je cherche vraiment des gens qui sont aussi investis que moi pour travailler, pour bien faire les choses et pour que voilà, ce projet réussisse pour nous, pour tout le monde. Surtout que c'est une ferme qui s'autofinance parce que tu ne comptes pas envoyer l'argent là-bas. Donc c'est les bénéfices en fait des ventes de poulets, tout ça, qui va payer le personnel sur place. Sinon ce sera trop facile. Hein. Ah oui, non mais je ne veux pas passer ma vie à travailler ici, à envoyer de l'argent pour financer l'affaire. Et puis c'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Donc les bénéfices de la ferme vont servir à payer les salariés, à payer les installations, à agrandir la ferme aussi, parce que quand le bâtiment là il est terminé, il faut construire d'autres bâtiments, il faut occuper tout le terrain, il faut lancer les poissons, il faut lancer les porcs. Donc tout ça va s'autofinancer et je n'aurai plus besoin. Là j'envoie de l'argent pour construire l'investissement, c'est-à-dire la structure, pour poser la structure. Après, quand la structure commence à fonctionner, je laisse que ça s'autofinance tout seul. Donc voilà. Oui, et pour revenir encore sur le côté humain, bah moi je me suis proposé, hein, vu que j'envisage aussi de partir au Cameroun pour quelques mois, puisque ça fait aussi partie de mon projet de rentrer pour investir. Donc je me suis proposé à travailler pour toi. Oui, puisque tu vas rester plus longtemps que moi et que tu seras plus longtemps sur place, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et ce projet, ça commence à mettre beaucoup de temps là. Oui, là, ça va faire un an. Ça va faire 1 an, alors que c'est quelque chose de très simple en fait. Construire un poulailler, mettre des poulets, franchement, c'est pas compliqué. Et 1 an, c'est long.
C'est long et je n'ai pas envie de me décourager, j'ai vraiment envie de lancer le tout. Surtout que tout est prêt en fait là maintenant. C'est ça, il faut juste une personne voilà, qui s'en occupe et une personne en qui surtout j'ai confiance. Et pour le coup, là, ma mère ne va pas m'aider puisqu'elle n'est pas du tout dans ce domaine. Elle ne saura même pas comment elle travaille. Voilà, elle travaille, elle a ses activités. Elle ne saura même pas comment suivre la personne en fait. Donc, et puis j'ai moi aussi envie de m'investir là-dedans et arrêter un peu de déléguer tout ça. Donc voilà, je suis contente que tu y ailles. Tu connais bien mon projet, je t'ai vraiment donné tout ce que je savais, je continue à te transmettre tout ce que je sais là-dessus. Je n'ai pas commencé ma formation, mais je vais la faire. Il faut que, bah oui, tu vas la faire avant de partir, comme ça tu sauras au moins de quoi il s'agit. Et puis voilà, j'espère revenir ici et vous montrer les fruits de mon travail. En tout cas, voilà, je suis toujours aussi motivée. Et je pense que j'ai fait le plus gros en fait. Ouais. J'ai fait le plus gros, j'ai déjà tout investi et puis maintenant il faut juste que ça produise quoi. Mais pourquoi du coup tu n'as pas pris la décision de louer tes locaux en attendant que toi tu t'es décidé de partir? Non, parce que je vais être la première à poser mes poulets. En fait, ça c'est autre chose. Oui, c'est autre chose parce que la personne qui va venir, en fait, c'est un locataire, donc il va pas prendre soin. C'est mon bébé, tu vois. Ouais. C'est mon bébé. Je veux d'abord enjoy. Je veux d'abord enjoy. C'est comme si tu construis ta maison, après tu la loues avant d'habiter dedans. C'est vrai que ça. Tu vois, c'est un genre. La personne va venir, elle va chier dans tes toilettes. Elle ne sait même pas comment tu as transféré pour avoir. Elle va dormir dans ton lit, ronfler. Là. Ça n'a pas le goût, tu vois. Donc je veux d'abord être la première. À mettre mes poulets, à faire plusieurs bandes. Après, bon, si je veux m'arrêter, je m'arrête et puis je mets en location pendant 1 ou 2 ans. Ça ne souffre de rien. Là, par exemple, là, ma femme, elle ne donne pas, mais ça ne souffre de rien. Le gardien, il est là, je paye son salaire. En fait, oui, je n'ai pas de. Il a l'eau, il a l'électricité. Je n'ai pas de stress. Entre temps, par contre, là où ce n'est pas construit, je mets plein. J'ai du manioc, j'ai du plantain, j'ai quoi encore? J'ai des fruits, j'ai fait de la papaye, j'ai du maïs, parce que le maïs, ça va beaucoup me servir. Donc ça ne pourrit pas. On a récolté, on a même vendu une partie du maïs. Et là encore, le maïs qui va encore produire, là on va encore récolter. Puisqu'on n'a pas les poulets pour l'instant, donc pour l'instant je vends le maïs à ceux qui font de la provente. Et voilà, donc j'ai hâte. Et c'est vrai que moi je vais partir avant toi, enfin on va partir ensemble, mais toi tu es susceptible de revenir et de repartir après. Mais comment est-ce que tu penses que tu vas laisser des attaches ici? Tu vas laisser ton appartement, ton travail. Comment est-ce que tu vas t'y prendre de ce côté-là? Tu as prévu de faire quoi? De t'organiser comment? Déjà j'ai prévu d'aller progressivement, c'est-à-dire 2 mois, 3 mois. Je fais un métier qui me permet déjà, pour l'instant, je ne suis pas, justement, je ne voulais pas être engagée dans un, je suis contre CDI. CDI, ah non, pour moi, la CDI, c'est la prison. C'est mort. C'est clair, ouais. C'est mort parce que tu as 4 semaines par an. Tu peux pas entreprendre dans autre chose à côté de ça. En tout cas, dans ce que moi je fais, je peux pas. Donc j'ai besoin. Donc moi, je suis contractuelle, donc je travaille sous contrat. Et quand mon contrat finit, moi, j'oublie, entre guillemets, mon employeur à me laisser. À t'attendre. Voilà, à m'attendre. Donc je lui dis que voilà, mon contrat se finit là. Je pars 3 mois, 4 mois. Je reviens à tel moment. Et vous me refaites un nouveau contrat. Donc laissez-moi au moins 3-4 mois entre 2 contrats pour aller faire mes choses et revenir. Donc ça veut dire que pendant ces 3-4 mois, je peux être en Afrique, je peux faire mon truc et revenir et avoir mon emploi. Et j'ai vraiment travaillé ces dernières années pour mettre cette confiance entre mon employeur et moi en place pour que voilà, je puisse toujours retrouver mon emploi comme ça. Et je pense que dans ma branche, en fait, on ne chôme pas. Je pourrais toujours retrouver du travail, même si lui dit à un moment que oui, non, mais c'est quoi ce chantage? C'est quoi ce chantage? Voilà. Tu reviens, tu sais et d'ailleurs, je suis déjà partie aller travailler ailleurs, mais je suis revenue encore chez lui. Donc vraiment, j'ai mis en place pour ça. Et pareil, mon appartement, du moment que je continue de payer mon loyer.
Et comment est-ce que tu vas t'arranger avec ton chéri et ton fils Ah, quand il j'espère faudra que- partir définitivement. Hein. Ah oui, quand il faudra partir définitivement, bah, j'espère qu'ils vont me suivre. Surtout, j'espère. C'est toujours en négociation. Le but, c'est vraiment de vivre là-bas, de vivre en famille et effectivement d'agrandir la famille. Et c'est là-bas que je me vois. Pour l'instant, bah, avec mon chéri, c'est pas. Lui, il est encore ici, il est encore implanté ici, il a encore plein de choses à faire ici. Et même s'il investit aussi en Afrique, mais lui, il n'a pas besoin d'être là-bas autant que moi. En tout cas, on ne fait pas les mêmes choses. Du coup, ça ne lui demande pas autant de présence physique là-bas. Mais j'aime croire que il va... On va réussir il va se à laisser trouver, séduire. oui, il va se laisser séduire. Quand il va voir que ça marche, que ça prend, je pense que il va beaucoup aimer la vie qu'on a là-bas. Non, mais vraiment, moi, C'est vrai, mais surtout que tu dis que ce dans quoi il investit ne lui demande pas d'être autant présent que toi. Mais toi, tu n'y vas pas que pour ta femme, tu y vas aussi pour la qualité de vie. exactement. Il y a d'autres raisons qui te poussent à repartir au Cameroun. Le Cameroun, Cameroun c'est chez toi mort déjà. de la vie. Ah, il y a quelque chose qui... Attends, d'abord, avant de parler, dis-moi d'abord, quand tu vas partir définitivement, que tu dis que non, tu vas, qu'est-ce qui va te manquer le plus? Enfin, on va dire les deux choses qui vont te manquer le plus ici en France. Ici, oui, la France. le McDo. Franchement, le McDo. Je sais que les fois où je suis partie et que j'ai mis vraiment longtemps, genre j'ai mis 6 mois au Cameroun, le McDo. Et je sais, pourtant quand je suis ici, je n'en mange pas. C'est bizarre, hein? Je n'en mange pas, mais alors là-bas, quand je savais déjà que j'allais revenir, l'odeur de la frite du McDo là. le McDo, la baguette. Ah Le non, non, croissant. ça. La bouffe en fait, la Le bouffe. pain, Ça. le beurre. C'est ça qui va me manquer le plus, je pense. Mais sinon, tout le reste, non, parce que vraiment, la qualité de vie au Cameroun, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. En fait, tu te vois vivre. C'est ça. Tu te sens vivre. Tu as un boulot. Je ne dis pas que c'est idyllique, hein. Je pense même que c'est beaucoup plus dur là. Parce qu'ici, on a travaillé pour une certaine sécurité. Tu vas au boulot, tu es payé. Là-bas, je me lance dans quelque chose, je ne sais pas ce que ça va donner. Le risque est vraiment tellement grand, mais c'est tellement captivant, tellement passionnant et j'ai tellement envie de le prendre que voilà, je suis prête même aux échecs en fait. Ouais. Je suis prête à ça parce que c'est ça qui va me former, c'est ça qui va me... Et puis les gens réussissent en Afrique surtout. Oui. Les gens... Ici, tout est déjà fait. Tout est fait, tu vas seulement Il faut te seulement mettre... maintenir en Voilà, fait, il faut le seulement système en place, maintenir. Là-bas, il y a tellement de choses à créer, il y a tellement de business, il y a tellement de problèmes, du coup, tellement de solutions à et donc, apporter. du coup, d'opportunités de business quoi. Voilà, donc c'est quand on parle là, je ne me focalise pas que sur ça. J'ai tellement de projets à mettre en place là-bas que je trépigne d'impatience. On a des projets en commun. Oui, on a pas mal de projets en commun. Je pense que notre projet en commun, justement pour ça, il faut qu'on soit sur place. Mais la qualité de vie, c'est pas la même chose, quoi. Quand tu as ton petit chez toi, tu as ton travail, tu as ton argent, tu as ton petit confort. Voilà, aussi. tu as ton petit confort parce qu'évidemment, tu pars d'ici, c'est pas pour aller, je sais dans pas. la campagne. Voilà. Sans wifi, sans Je crois que moi, ça me gênerait pas, franchement. des vues sur internet. Ah non, pas sur internet, Ah bah dans la voilà. Cambrousse. Oui, dans la Cambrousse, oui. Ah. L'espace, le temps d'un week-end. Oui, mais même bon, je veux pas non plus, je m'attends pas à être là-bas, je n'aspire pas à être immensement riche au point. Moi, je veux juste être heureux, j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne, j'ai envie de me lever le matin sans le oh là là, tout. J'ai envie de me lever, hey, mais j'ai ça à faire. Acheter le haricot était baigné, Voilà. manger là, Manger tranquille. avant de commencer une journée palpitante. Vraiment dans mon entreprise, dans quelque chose que de créer. Et il y a aussi une grande, un côté un peu panafricaniste où j'ai envie de créer des emplois, j'ai envie de donner la chance aux familles qui vont travailler dans la ferme et dans d'autres structures que je vais mettre en place, d'avoir un bon salaire, de pouvoir inscrire leurs enfants à l'école, de pouvoir payer leur scolarité, de pouvoir, ça aussi, ça fait partie de l'éthique. Je prends ça comme un devoir en fait. Je suis venue ici en France, j'ai pu étudier, j'ai pu voir autre chose. C'est mon devoir aussi de transmettre ça et de donner aussi quelque part la chance que j'ai eue à d'autres personnes de pouvoir voilà, gagner leur vie, de pouvoir travailler et d'avoir des salaires décents parce que franchement, ma grille de salaire que je veux payer les employés,
je pense franchement qu'elle est au-dessus de la moyenne au Cameroun et ça me tient particulièrement à cœur de faire ça parce que j'ai envie de donner les gens les moyens de pouvoir vivre dignement. C'est important, c'est important. Je pense que c'est quelque chose mon projet au Cameroun ne peut pas se faire sans ce côté-là. Donc il y a un côté aussi où j'ai envie d'amener ma contribution à l'économie. J'ai envie, je ne vais pas pour exploiter l'Afrique ni pour prendre ici et aller là-bas. Non, je veux créer quelque chose avec eux. Je veux créer un dynamisme. Je veux leur montrer aussi que oui, on peut réussir même en étant en Afrique et dans l'agriculture parce que je me lance dans quelque chose que ceux qui viennent d'Europe ne te lancent pas dedans. En général, on ouvre les boutiques de luxe, de parfumerie, on importe des trucs d'ici. Moi, je ne veux pas ce schéma-là, qui marche très bien hein, et que je ne critique absolument pas, parce que ça, c'est aussi bien de pouvoir permettre aux gens là-bas d'avoir des choses qu'ils ont ici. Voilà, exactement. Mais c'est pas ce que je veux apporter. Je pense que je ne m'épanouirais pas dans quelque chose comme ça. J'ai vraiment envie de créer quelque chose, de créer de la valeur ajoutée, de donner la chance aux gens sur place, de travailler la terre, parce que c'est ce qui nous reste en fait. Ouais. C'est ce qui nous reste. Et de rendre aussi ce métier-là sexy. Oh, je sais pas si ça va être très sexy, mais... Tu iras travailler comment comme ça? Non, peut-être pas. T'as pas vu mes photos quand j'étais pas maquillée hein. C'est pas quelque chose que tu peux faire. Je me maquillerai le soir quand il faudra sortir ou quand il faudra vraiment faire la vente et tout, mais pour tout ce qui est la production non, tu es en botte avec la pas très glamour. Ah non, pas glamour du tout. Avec peut-être les plumes de poulet qui te sont sautées dans les... Quand tu t'occupes de l'abattage, quand tu as 4000 poulets à abattre, enlève tes fossiles et ton gloss parce que crois-moi que tu vas pas... Ça va pas trop te servir. Non. Donc pour toi, tu encourages la diaspora à retourner à investir dans leur pays d'origine, c'est pas forcément le Cameroun. Hein. En Afrique, tout simplement. D'investir sur l'Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir. Je pense que même tout le monde a envie d'y retourner là. Je pense, on pense ça comme une monde. Oui, les Chinois, ils ont compris ça avant nous. Ils ont compris ça avant nous, ils sont dans le futur. Donc je pense que nous qui sommes originaires de là, nous devons déjà tirer les bienfaits de cette Afrique-là avant que les autres viennent nous dire. Quelqu'un peut pas venir chez toi et te dire que oui, ton tableau là a de la valeur alors que c'est accroché chez toi. Et ce qui s'est passé depuis, ça a toujours été le cas. Donc je veux qu'on se réapproprie vraiment. Donc si vous voulez investir, déjà investissez dans la terre, achetez les terrains. Même si vous ne savez pas ce que vous allez faire dessus, achetez déjà. Parce que ce que les Chinois sont en train de faire là-bas, ils achètent des domaines entiers, des départements entiers pour faire leur rizière, pour faire leur culture. Parce que chez eux, ils n'ont plus de terres agricoles en fait. Ils ont des terres, mais les terres ne produisent plus. Ça a été surexploité et l'Afrique reste encore un des continents sur lequel la plus grande partie des terres est encore exploitable et ça produit encore. Donc achetez. C'est vraiment mon message que je dis à tout le monde qui m'envoie, qui me dit oui, t'as pas peur et tout. Si, j'ai peur, mais je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Investissez en Afrique, achetez des terrains, même pour rien. De toute façon, les terrains, ça prend toujours la valeur. Donc, vous l'achetez aujourd'hui à 1000 euros, dans 5 ans, ça vaudra 5000. Donc, achetez, titrez, faites les papiers aux normes et puis vous les gardez tout simplement. Je pense que ça vaut vraiment le coup de faire ça. Et si vous avez une idée, investissez en Afrique. Investissez en Afrique. Ça marche vraiment. Ça marche. C'est effrayant. Moi, je comprends que ce soit effrayant. Et moi-même, où je vous parle là, je suis pas sûre que... Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ayant vécu ici en France, il y a des choses entre guillemets qu'il faut sécuriser. Ici, on va pas partir, par exemple, retourner en Afrique sans rien en poche, sans papier, voilà. Donc, il y a un minimum syndical avant de pouvoir penser en fait à vraiment... Mais on dirige en fait sa vie vers ce que l'on va. Moi, avant d'aller là-bas, aujourd'hui je suis naturalisée française, donc je peux partir et revenir. Il y a quelques petits trucs comme ça qui font que
tu peux pas te lancer, tu peux pas te lever, partir, comme ça, j'ai un enfant, j'ai un fiancé, je peux pas, tu vois, tu peux pas tout abandonner pour partir. Mais en tout cas, ma logique, c'est vraiment d'y retourner et je fais les choses de petit à petit pour arriver à ce but-là. Et je vous encourage à le faire. De toute façon, la structure qu'on va mettre en place tous les deux, ça va répondre à ça va répondre à beaucoup de vos questions parce que en investissant à ce là-bas, problème-là. oui, Ouais. en investissant là-bas, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment il y a des blocages en fait pour la diaspora d'investir là-bas. Et donc, il y a des problèmes que nous-mêmes on a rencontrés et qu'on va essayer de solutionner pour vous. Mais bon, on va revenir dans une autre vidéo pour présenter le projet, quand on sera déjà un peu plus avancé là-dessus. Et j'espère que on aura nos futures clientes ici. Absolument. Voilà, tu es ma première invitée, ma première intervenante. Et toutes celles que j'ai sollicitées, bon, toi tu as déjà l'habitude avec l'exercice de la caméra, donc pour toi c'était un peu facile, on va dire. Ouais, bon, facile non, parce que je n'ai pas l'habitude de parler de ces sujets sur ma chaîne, donc c'est pas la même chose. Ok. Dans tous les cas, celles à qui j'ai fait appel, bon, elles sont partantes, hein, mais elles ont peur, enfin, elles appréhendent un peu l'exercice. Comment est-ce que tu peux les encourager à être à mes côtés? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Déjà, je pense que ce qui me motive le plus, en tout cas moi, ce qui m'a motivé rien que pour ma chaîne YouTube et de faire des vidéos, c'est vraiment le partage. De se dire, j'apprends des choses, et il y a des choses que j'aurais tellement voulu apprendre avant. Si on m'avait dit ça, peut-être que j'aurais fait les choses autrement. Et le fait de partager avec les gens, ça m'enrichit en fait. De se dire que son expérience, ce n'est pas rien. Et ça peut tellement aider quelqu'un qui se pose des questions, qui est dans sûrement la même problématique ou qui connaît quelqu'un qui pourrait éventuellement. Donc, c'est ne pas rester avec son expérience. Et je pense que se dire que ce que je dis, ça va toucher, même si c'est une seule personne, je pense que ça me met déjà à l'aise parce que tu dis que en fait, tu fais pas ça pour rien. Tu n'es pas là juste pour raconter ta vie parce que ta vie, elle est intéressante. Non, c'est parce que il y a des gens derrière. Toutes les femmes, je pense qu'on rencontre plus ou moins les mêmes problèmes et que le fait d'en parler, le fait de partager nos expériences ouvre l'esprit de certaines, évite aussi à certaines de faire des erreurs. Voilà, c'est vraiment l'entraide, c'est le partage. Donc je pense que, j'espère en tout cas qu'elles se sentiront à l'aise de se dire que voilà, je suis en train d'aider celles qui veulent aussi se lancer. Parce que franchement, pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il y a pas même pour celles qui veulent se lancer dans le poulet, et moi je vous aide. Franchement, mais c'est vrai, il y a de la place pour tout le monde. Pour celles qui veulent se lancer dans le maquillage, moi je vous aide. Il y a de la place pour tout le monde et personne ne sera jamais moi. Même si je t'apprends à maquiller, tu ne maquilleras jamais comme moi. Je ne maquillerai jamais comme toi aussi. Donc chacun a sa particularité. Tes poulets ne seront pas mes poulets. On n'aura pas forcément les mêmes clients et peut-être le moment où toi tu n'as pas, c'est chez toi que je vais venir acheter et inversement. Donc, et puis il y a tellement, comme je dis, il y a tellement de demandes qu'on n'est même pas assez pour couvrir ça. Donc moi j'encourage, je n'ai pas peur de partager et mes échecs et mes réussites parce que je pense que ça peut tellement aider. Et moi-même, je suis preneuse d'expérience que franchement, je peine à trouver des femmes qui s'expriment sur... on parle beaucoup quand elles ont déjà réussi, hein, parce que là, je viens de vous faire une interview et c'était ma première appréhension. C'est que sur le domaine au Cameroun, je n'ai pas encore lancé de bande. Donc, je me disais, non, attends d'abord que ça commence à marcher avant de faire et tout. Voilà, je n'ai rien d'intéressant à dire. De toute façon, je n'ai pas encore fait de poulet et tout. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que oui, même ça, c'est intéressant. Parce qu'on n'attend pas seulement que quand tu réussis. Viens aussi raconter quand c'est dur, quand il y a des difficultés, ou même quand tu échoues. Comme ça, les gens vont se rendre compte, déjà, que c'est pas facile. Et puis que c'est possible. Et oui, que c'est possible. Et puis, quand tu vas réussir, parce que je vais réussir, on va se dire qu'elle a eu des difficultés, mais elle a continué, elle a persévéré, et puis ça va arriver. Donc, à chaque étape, il y a quelque chose à raconter. À chaque étape, il y a une leçon à tirer. Et voilà, le fait de se dire ça peut encourager les filles à venir partager leur expérience. Et ça peut vraiment aider plus d'une. J'en suis convaincue. Donc, venez. Ouais. Et surtout que c'est toi qui vas les maquiller. Pourquoi? Parce que t'es ma maquilleuse officielle. Oh.
Ok. Donc Je voilà. l'apprends. D'accord. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de ton intervention. J'espère que moi, ça m'a aidé dans tous les cas. Ça m'a fait du bien de ne pas être seule aujourd'hui. Je pense que c'est plus même pour ça que je fais des vidéos, je suis plus seule. Parce que j'aime être avec les gens, j'aime quand les gens y partagent. Donc bref, donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir Mais je t'en accepté d'être pour une fois dans ma vidéo sur ma chaîne. Je t'en prie. Voilà, et j'espère que vous aussi, ça vous a aidé et que vous avez trouvé intéressant son intervention, les choses qu'elle a dites. En tout cas, si c'est que je n'ai pas posé toutes les questions, si c'est que je n'ai pas pensé à poser toutes les questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je vais mettre aussi ta chaîne pour ceux qui sont intéressés. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais tu te maquilles comment, tu fais quoi? Je ne me maquille pas, c'est elle qui me maquille, donc je vais vous envoyer vers sa chaîne. Vous allez pouvoir aller voir des tutos ou vous adresser directement à elle si éventuellement vous avez besoin des services en make-up. Voilà. Je suis là. Et qu'est-ce que j'ai encore oublié de dire? Donc voilà, n'hésitez pas à mettre les pouces soit vers le haut hein, ou soit vers le bas aussi. Hein. Si vous avez aimé cette initiative, ouais, pourquoi pas? Donc ce sera toujours indicateur. Voilà, en tout cas, on vous laisse, on vous fait plein de bisous et à la prochaine. À la prochaine. Bye.